Yorana, bienvenue dans votre journal d'information. Pas de nouvelles mesures restrictives, mais un renforcement de celles déjà établies. Le représentant de l'État a annoncé le passage au stade 4 du plan Covid fénois. Les contrôles sont renforcés, ils ont démarré dans la capitale. Tatiana Dauphin, capitaine et adjointe à l'unité d'intervention de la DSP, sera en direct dans ce journal depuis Papeete. Teahupo'o est la seule commune de Tahiti qui passe au travers de l'épidémie. Aucun malade n'y est recensé. Cela est lié à la discipline et à l'éloignement, nous dira la deuxième adjointe au maire. Et enfin, les petits et moyens perliculteurs du pays tirent leur épingle du jeu pour faire face à la fermeture du marché asiatique. Ils investissent le marché européen, la Suisse notamment. Les explications dans quelques instants. Après avoir passé la barre des 1000 cas le 12 octobre, les autorités renforcent les mesures de restriction sanitaire et se calquent sur celles de la métropole sans le couvre-feu. Notre priorité est de protéger les plus fragiles et éviter une saturation des soins, a déclaré le haut-commissaire. Pas de grandes nouveautés, seuls quelques ajustements. Les explications de Caroline Fari et Hirotero Rotua. 500 cas de Covid détectés rien que le week-end dernier. C'est trop pour le représentant de l'État qui annonce le stade 4 du plan Covid fénois. Pas de couvre-feu dans l'immédiat. Dominique Saurin attend la promulgation du décret pour l'appliquer localement. Les mesures annoncées viennent en prolongation des restrictions déjà en vigueur. Pas de reconfinement pour maintenir un niveau économique acceptable en Polynésie. Les écoles ne ferment pas. Pour autant, les rassemblements sur la voie publique sont limités à 6 personnes. Plus de mariages ou autres manifestations familiales donc. Plus de jeux de bingo ou de combat de coq qui sont désormais interdits et des activités sources de forte contamination. Côté manifestations sportives, elles sont possibles mais sans spectateurs. Les fédérations doivent réduire de 50% le nombre de participants et réserver un espace de 4 mètres carrés entre chacun d'eux. Les restaurants doivent aussi s'adapter. Les tables ne devront pas accueillir plus de 6 personnes. Quant aux snacks sur les navettes maritimes, ils doivent tout simplement fermer. Dans la sphère privée, les rassemblements ne doivent pas atteindre plus de 10 personnes. Enfin, pour les esprits rebelles, Dominique Saurin est formel, les comportements irresponsables seront sanctionnés par les forces de l'ordre. Ces mesures sont applicables jusqu'au 25 novembre et d'autres dispositions devraient être prises à l'issue d'une rencontre tripartite État-Pays commune prévue lundi. En attendant, les contrôles visant au respect des mesures barrières imposées dans les lieux publics sont renforcés. Les forces de l'ordre sont déjà en action dans la capitale. Nous allons au centre-ville rejoindre Tatiana Dauphin, capitaine de police et adjointe à l'unité d'intervention. Tatiana Yorana, alors les mesures de restriction n'ont pas changé en tous les cas en ce qui concerne les établissements de nuit. Cela fait donc un mois que des contrôles inopinés sont censés être réalisés. Est-ce qu'elles ont diminué entre le mois de septembre et aujourd'hui? Bonsoir Ayata, bonsoir aux téléspectateurs de Polynésie la Première. Alors pour répondre à ta question, eh bien les contrôles de police ont perduré depuis le mois de septembre. Ils n'ont cessé d'être effectués de manière quotidienne et plusieurs fois par jour, que ce soit de jour comme de nuit. Et notamment dans les établissements de nuit, Dominique Saurin, le haut-commissaire, a assuré que sa priorité n'est pas la verbalisation. Est-ce que cela veut dire que vous allez continuer à faire de la pédagogie ce soir? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on a fait déjà depuis le mois de septembre. On a fait beaucoup de prévention. Effectivement, on s'attaque un petit peu aux personnes qui sont rebelles et qui refusent le port du masque, en leur expliquant bien évidemment les motifs de notre intervention. Vous le savez qu'on essaye tant bien que mal aussi d'être un soutien sanitaire aux effectifs du territoire, en rappelant que l'épidémie, si on peut éviter de la propager de manière trop intense, malheureusement aujourd'hui, on est au niveau 4, ce qui fait que ça s'est propagé malgré nous. On leur rappelle que toute l'importance que ça a de justement respecter ces gestes barrières. Donc on est beaucoup dans la prévention, mais quand les gens refusent à entendre ce discours, effectivement on passe à la sanction et à la coercition. Alors, les contrôles ont commencé il y a moins d'une heure. Est-ce que vous avez déjà constaté des manquements ?
Bien, écoutez, les gens, en tous les cas dans les débits de boissons et dans les restaurants, sont assez respectueux des consignes, des gestes barrières à faire. Nous avons cependant constaté 2 petites infractions, notamment une pour le non-port du masque et puis une autre infraction annexe aux obligations, à la réglementation des débits de boissons. Une dernière question, Tatiana. Vous êtes justement près du marché de Papeete, devant un établissement de nuit, un restaurant-bar. Concrètement, comment se passent les contrôles à l'intérieur de cet établissement qui organise notamment ce soir un concert avec un groupe de musique? Alors, ce sont des contrôles qui se font de toute façon de manière habituelle, que ce soit le week-end ou que ce soit la semaine. Donc, les gens, ou en tous les cas, les exploitants de ces débits de boissons, de ces restaurants, ont l'habitude de nos contrôles. Donc, ça se passe relativement bien. Ils comprennent également le sujet de notre intervention. Et donc, on a rencontré, depuis le mois de septembre, aucun incident relatif à ce type de contrôle. Merci beaucoup Tatiana d'avoir été en direct avec nous. Tatiana Dauphin, capitaine de police et adjointe à l'unité d'intervention de la DSP. Alors que le ministre de la Santé, Jacques Raynal, déclarait hier que la situation est grave, les chiffres communiqués aujourd'hui affichent une baisse soudaine du nombre de cas actifs. De 1073 malades répertoriés mercredi 14 octobre, on en dénombre 939 ce vendredi. Les hospitalisations, en revanche, augmentent. 8 personnes ont été admises au CHPF en l'espace de 2 jours et un 14e décès est à déplorer. Erurutu enregistre son 2e cas de Covid en moins d'une semaine. Un résident a été dépisté positif. Lui, sa famille et ses proches sont confinés dans un lieu dédié et placés sur la surveillance de l'équipe médicale et municipale. Selon les informations recueillies sur place, l'île est préparée à toute situation depuis le mois de mars. Les nouveaux arrivants sont régulièrement dépistés au dispensaire de Muirei. 3 personnes ont été testées ce matin et les résultats devraient être connus rapidement. Le docteur Nicolas Breton répond à Heya Parautokorani. Le dépistage s'est fait sur effectivement un patient qui se présente au centre médical, qui a été orienté, comme tous les patients bénéficient d'un filtre à l'entrée du centre médical avec un petit questionnaire pour savoir si ces personnes-là ou non sont à risque. Donc, cette personne-là, on a jugé qu'il y avait potentiellement un risque. On a jugé bon du coup de dépister cette personne mercredi. Et hier, après avoir appelé le BVS pour avoir des résultats rapides pour Ururutu, effectivement, cette personne-là a été positive. L'occasion de vous rappeler les gestes barrières. Maintenez une distanciation physique en dehors de votre domicile. Lavez-vous régulièrement les mains et n'oubliez pas que le port du masque est obligatoire dans les lieux publics. Et ce numéro est disponible en cas de symptômes, le 40 455 3x0 de 8h à 16h du lundi au vendredi et de 8h à 13h le week-end. En cas de signe de gravité, contactez le 15. Alors que les communes de Tahiti et Moorea sont frappées de plein fouet par l'épidémie, elle fait aujourd'hui presque figure d'anomalie. Teahupo'o est en effet la seule ville épargnée par le coronavirus. Une question de discipline, mais sans doute aussi préservée par son éloignement géographique des grands centres urbains. Thierry Stamfleur et Patita Savia. Certains diront qu'elle est la plus éloignée de la zone urbaine et l'une des moins peuplées. Mais Teahupo'o a le privilège d'être encore la seule commune Covid-free de Tahiti. Parce qu'il y a très peu de gens de Teahupo'o, même je dis bien, qui vont sur Papeete. Et puis ce n'est pas la même mentalité que les gens en ville, je crois. C'est-à-dire qu'ici, je crois que les gens suivent plus facilement les consignes lorsqu'on leur donne. Car ici, comme partout, les brigades sanitaires sillonnent les rues à plein temps et leur ronde commence bien avant 7h du matin. Le matin de bonne heure, c'est pour les enfants qui prennent le bus pour venir à l'école, surtout ceux du Finoichere. Donc ils commencent un peu plus tôt. Et ils font aussi la pause méridienne là, à l'école, vers 11h. Et puis ils sont plutôt ici à la mairie ou dans le magasin, tous les lieux publics. La marina est aussi un des lieux les plus actifs. Ces quelques touristes, résidents et américains s'apprêtent à embarquer pour une excursion. Tout le monde est briefé rapidement. Devant le seul magasin de la commune, les t-shirts bleus sont à l'entrée presque en permanence, même si les clients connaissent par cœur les consignes. De toute façon, je les retiens. C'est un avantage pour moi. Et j'espère que les autres en feront de même.
Hein? C'est pour la santé de tout le monde. Hein? Le Covid, c'est pas pour rien. Hein? On dit, c'est un danger. Il faut protéger. C'est pas, ça sert à rien à éviter. Quant aux commerçants, ils ne se plaignent pas de ce comité d'accueil, bien au contraire. Ah ouais, parce que ce sont des filles déjà de la commune, de Théopo, et puis elles connaissent tout le monde et ça se passe bien. À force de se voir répéter les mêmes consignes tous les jours, certains passants manifestent-ils un peu d'agacement. Les filles pourraient le comprendre en tout cas. C'est de répéter la même chose, les gestes de barrière, lavez-vous les mains, le port de masque est obligatoire. C'est d'être toujours constamment sur leur dos. Depuis le mois d'août, répéter tous les jours la même chose, toi-même, t'es pas un peu fiou? Non, pas du tout. C'est vrai? pour nous, hein? C'est pour se protéger et tout. Hein? T'as l'impression que c'est vraiment utile? Ouais, c'est vraiment utile. Elles sont 6, leur mission va se poursuivre jusqu'en août 2021. En attendant, Teahupo espère retarder le plus longtemps possible l'arrivée du virus. Enfin, pour clore ce chapitre, il était le seul territoire français à en être exempté depuis le mois de mars. Le premier cas de Covid-19 a été détecté à Wallis. Il s'agit d'un passager arrivé le 3 octobre dans l'archipel. Il a été placé en chambre d'isolement dédiée à l'hôpital afin de demeurer sous surveillance médicale, a précisé l'administration. Les habitants d'un quartier de la Pointe-Vénus n'ont pas échappé aux pluies diluviennes et à leurs conséquences. Leurs maisons ont été inondées. La voie qui mène à leur logement était également gorgée d'eau, rendant le passage des véhicules difficile. Un problème récurrent à chaque épisode pluvieux, faute d'évacuation. Leur appel à la municipalité depuis des années sont restés vains. C'est ce que confie Mahinatea Veitahe, une riveraine à Kalinyenar et Teivaribé. D'ailleurs, alerter la mairie. Après, il y a que parfois, quand il y a les élections municipales, ils viennent dans les quartiers justement pour voir ce qui se passe. Et après, ils nous promettent monts et merveilles par rapport à des projets qui veulent mettre en place qu'ils ne font pas. Après, c'est agaçant, c'est énervant et puis voilà, on n'en peut plus. Hein. Au chapitre judiciaire, l'affaire qui oppose le leader indépendantiste Oscar Temaru au procureur de la République Hervé Leroy sera examinée par le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa le 21 octobre. Pour rappel, Oscar Temaru avait été condamné en septembre 2019 à 6 mois de prison avec sursis et 5 millions de francs d'amende pour avoir fait financer par sa commune une radio jugée acquise à ses idées politiques. Le maire de Faa avait fait appel de ce jugement. Or, le procureur l'a présenté dans un communiqué comme un condamné sans mentionner ses voies de recours. C'est pourquoi Oscar Temaru l'attaque pour atteinte à la présomption d'innocence. Rendez-vous le 21 octobre donc pour la suite donnée à cette plainte. Et sur le plan environnemental, c'est la fin d'un suspense qui n'en était pas vraiment un. Selon le Mainichi Shimbun, un journal japonais, le gouvernement du Japon va prendre une décision d'ici la fin du mois pour rejeter les eaux contaminées en provenance de la centrale nucléaire Fukushima Daiichi dans l'océan Pacifique. L'opération en elle-même ne devrait pas démarrer avant 2022 au plus tôt, toujours selon les médias nippons. Cette embellie à présent dans la grisaille du secteur perlicole. Près d'une centaine de perles sont visibles dans des vitrines en Suisse. Face à la fermeture des marchés chinois et japonais, le SMPPF, le syndicat des petits et moyens perliculteurs de Polynésie, a jeté son dévolu sur l'Europe. Une action rendue possible grâce au concours d'un homme attaché au pays, Laurent Attali. Les détails avec Jeanne Fanariotis et Teivaribi. Des perles entre les mains de bijoutiers suisses, l'image est rare, mais officielle. Le résultat d'un mois de travail pour le syndicat des petits et moyens perliculteurs de Polynésie française. Il a vendu près d'une centaine de perles noires. Une entrée de capitaux à l'heure où les marchés asiatiques sont fermés. On a diminué de moitié les producteurs, c'est-à-dire que beaucoup ont fermé. Beaucoup n'arrivent plus à écouler leurs marchandises, leurs produits, parce qu'on dépend de l'extérieur. On garde espoir parce que on a un produit unique, polynésien, qu'on peut encore sauver.
Un sauvetage piloté conjointement avec la métropole par le biais de Laurent Attali. Polynésien d'adoption, fondateur de TendencePage.com et habitué des montages financiers, l'homme d'affaires parisien n'a pas d'autre ambition que celui d'aider les producteurs à mieux vendre leurs produits. Ce qui peut être intéressant, c'est que ces petits perliculteurs peuvent s'organiser de cette manière-là maintenant. Que ce soit à travers l'Europe, on a pu prouver que le système fonctionne, mais on voudrait les encourager à faire même vers les États-Unis et l'Asie. Ce sont des marchés qui sont très demandeurs au niveau des perles. Objectif visé, entre 20 à 50 000 perles d'ici 2022 avec un prix de vente à la hausse, 10 000 francs la perle contre 300 francs aujourd'hui. Laurent l'affirme, ce n'est pas une utopie. Il sera au Fénois au mois de novembre pour le dire de vive voix aux producteurs. Et pour rappel, 10 tonnes de perles ont été exportées en 2019 contre près de 15 tonnes en 2017. Une chute de 70% de fréquentation, un réel coup de massue pour les professionnels du tourisme de Bora Bora. En juillet, l'île n'a accueilli que 30% des visiteurs sur les 4000 arrivés en Polynésie. Conscient de cette morosité, il n'ont aucun espoir de retrouver le seuil d'avant Covid. Bora Bora, qui connaissait depuis ces 4 dernières années une croissance touristique exceptionnelle de 5 à 8% par an. Renoui Bézino, le président du comité du tourisme de la Perle du Pacifique, fait part de son inquiétude à Rosanam Eihuta. Normalement, en octobre, septembre-octobre, c'est une saison qui continue à glisser, en général, qui est une bonne saison. Malheureusement, cette année, on sent déjà qu'en octobre, on attaque une descente importante. Et ça annonce des mois difficiles, notamment novembre, décembre. Et on a tous peur, bien sûr, de cette période janvier, février, mars. Et selon l'ISPF, au mois de juillet 2020, la fréquentation touristique en Polynésie recule de 82% par rapport à juillet 2019. L'armée et le lycée hôtelier s'associent pour favoriser l'insertion professionnelle. 23 élèves de première Bac Pro commercialisation et services en restauration bénéficieront de semaines d'immersion au sein de différents sites de la Défense nationale en Polynésie. Ils auront droit à des cours de communication, d'enseignement civique et moral, d'éducation physique et bien sûr des cours de restauration. Pépin Moukamtse, le proviseur de l'établissement, nous en dit plus au micro de Sandroli. Il est suivi du commandant de la base navale de Papeete, Bruno Lacroix. Cette convention permettra aux élèves de pouvoir visiter, découvrir tous les métiers proposés au sein de la Marine nationale, de pouvoir travailler avec des projets au niveau de la restauration, au niveau de la cuisine avec les marins. Et enfin, pouvoir faire des stages dans ces différents lieux de restauration de l'armée et de la Marine nationale. Et c'est bien le but de ces classes de défense, de former à la citoyenneté. Une classe de défense, ça fait partie du parcours citoyenneté qui se construit avec l'éducation depuis tout jeune, depuis les plus petites classes. L'immersion débute mardi 20 octobre pour une durée de 2 ans. Tandis qu'à Ayatea, le lycée professionnel d'Uturua a célébré la journée mondiale de l'alimentation. Pour ce faire, 10 exposants de fruits et légumes, mais aussi de produits tels que savon et dentifrice bio à base d'huile de coco ont investi la cour de l'établissement. Les élèves ont également participé à la célébration en préparant des gâteaux, des crêpes ou encore des madeleines. L'objectif recherché par l'établissement est de conserver le label remporté l'an dernier sur la revalorisation des déchets. Et enfin, escale en Nouvelle-Calédonie. On vous invite à une découverte, celle de l'herbier des algues marines, un ouvrage consultable en ligne et publié par l'Institut de recherche et de développement de Nouvelle-Calédonie. La collection, près de 30 000 échantillons, émane des 26 stations de l'IRD, dont celle de la Polynésie. Antoine Le Teneur, Nicolas Fasquelle. Il y a 10 jours encore, elle s'était multipliée en masse sur le platier de Poneriouin. Une prolifération soudaine qui a attiré l'attention de cette phycologue, autrement dit une spécialiste des algues. Aujourd'hui, cette herbe des mers est étudiée au microscope.
Mon travail aujourd'hui, c'est de m'assurer de l'espèce qui est en cause dans ces proliférations, et le retour aux collections anciennes est très précieux. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre de savoir si ce sont des algues que l'on a toujours observées en Nouvelle-Calédonie ou au contraire sont des algues nouvellement arrivées, et se posera la question de savoir si elles sont introduites ou si elles sont natives. Notre algue de Poneriouin sera ainsi comparée à ses sœurs et cousines collectées depuis les années 70 par les scientifiques. Près de 30 000 échantillons cueillis au fond des océans du monde entier, dont près de 20 000 algues de Calédonie. Parmi elles, 1 millier d'espèces propres au patrimoine de notre archipel et autant de trésors de nos fonds marins. C'est ce qu'on appelle un raisin de mer, qui est une colère, une algue verte, qui est consommée, à Lifou en particulier, mais également dans le reste du Pacifique. Et ici, vous avez une algue rouge, un Mélantalia, qui est une algue qui a été étudiée dans le cadre de recherche d'activités dans le domaine médical. Et c'est une algue qui est intéressante parce qu'on ne la retrouve qu'en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Mais auparavant, nos chercheurs ont dû quitter la climatisation de leur laboratoire pour des campagnes de cueillette dans le bleu sous-marin. Comme ici, au large de Santo à Vanuatu en 2006. Une récolte intense à la recherche de spécimens inconnus ou très rares. Ces végétaux sous-marins ont rejoint l'immense collection de l'IRD. Depuis une quinzaine d'années, l'alguier, c'est le nom de cet herbier des mers, est aussi disponible sur Internet. Ainsi, la fabuleuse collection de l'IRD peut être comparée à celle du monde entier. Un témoignage, un patrimoine salé unique qui peut aussi se partager bien au-delà des océans. C'est la fin de cette édition dont je vous en rappelle l'information principale. De nouvelles interdictions sur les rassemblements vont de nouveau être imposées par les autorités. Les rassemblements festifs et amicaux dans les salles de fête et les lieux publics sont interdits, de même que les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique. Les compétitions devront se tenir à huis clos. Les veillées funèbres se feront désormais en relais par groupe de 10 personnes maximum à chaque fois. La mise en place d'un couvre-feu pourrait être décidée lundi à l'issue d'une rencontre tripartite. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. À suivre sur votre antenne, l'Outre-mer fait son Olympia, présenté par Mickey Spitz et Amanda Scott. Un concept qui permet de mettre en lumière les graines de stars des 9 collectivités d'Outre-mer. Vous retrouverez donc Silvio Cicero pour la Polynésie. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et à demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.